Oh, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Dado. Bonsoir à tous. Alors, donc ce soir, je le disais, notre webinaire, la thématique, c'est bien les enjeux stratégiques du corridor de Lobito. Nous recevons pour cela un expert, Monsieur Gédéon Chomba, qui est chercheur sur des questions de stratégie globale, donc on va dire la défense, la sécurité et l'économie. Il est, il a une expertise également sur les politiques publiques, avec bien sûr des penchants sur les nouvelles technologies dont il analyse les incidents au niveau global. Il est juriste de formation, conférencier, et il est très actif sur les organisations internationales. Aujourd'hui, il est là devant nous pour nous parler de cette thématique, puisque justement, il est l'auteur du livre Le corridor de Lobito, une édition 2024, aux éditions universitaires européennes. Je le salue. Bonsoir, Monsieur Chomba. Bonsoir, Monsieur Dado. Bonsoir à tous. Voilà, donc d'entrée de jeu, je vous poserai une question assez simple. Qu'est-ce que c'est qu'un corridor? OK. Bon, déjà, un corridor, c'est tout simplement un couloir. Mais il peut s'agir d'un corridor routier ou d'un corridor ferroviaire. Mais dans tous les cas, un corridor, c'est juste une route, un couloir ou un circuit, euh, une voie de communication. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, nous parlons aujourd'hui justement de ce corridor qui a une appellation à côté, le corridor de Lobito. Est-ce que vous pourrez nous situer où se trouve ce corridor, l'espace géographique où se situe ce corridor de Lobito? Tout à fait. Alors, je crois que nous allons procéder de manière assez pédagogique, si vous le permettez. Personnellement, j'ai réservé une présentation, en tout cas, pour permettre à tout le monde d'avoir de faire une lecture visuelle des choses qu'on sera en train de se dire ici. Et si vous le permettez, je peux peut-être lancer la présentation, comme ça on pourra y aller point par point. Allez-y. OK. Il est temps pour moi de sélectionner la fenêtre. Voilà. Vous allez me confirmer si tout le monde est en train de voir finalement la présentation. Très bien, elle est visible. Parfait. En tout cas, je tiens d'abord à remercier l'Institut africain de la réflexion stratégique qui a pu penser à moi en m'invitant à partager avec l'univers scientifique ces quelques éléments sur les corridors de l'hôpital. En tout cas, merci à vous. Et le livre que j'ai publié, Le corridor de l'hôpital, je ne l'ai pas publié seul, je l'ai co-rédigé avec un collègue ENAR qui s'appelle Monsieur Shadrach Ndoko, et il est aussi présent, ou il sera présent d'un moment à l'autre. Alors, vous avez déjà fait ma présentation. Moi, j'aimerais qu'on parle de trois points essentiels, puisqu'il y en a beaucoup, mais on pourra revenir d'un moment à l'autre à chaque point. Je voudrais qu'on voit de plus près les différents enjeux, les défis et les opportunités que le corridor offre à la RDC et à l'Afrique. Au deuxième point, j'aimerais qu'on aborde la question de la rivalité géostratégique, géopolitique et géoéconomique entre les grandes puissances. Ici, on parle des États-Unis, de la Chine et de l'Union européenne, mais aussi je voudrais qu'on aborde dans le fond les négociations, les accords multilatéraux et qu'on se donne quelques perspectives d'avenir. Donc, voilà. Donc, s'il faut aller point par point, alors, le premier module ici sur les enjeux, les défis et les opportunités permet de mettre en lumière les impacts géostratégiques, économiques et sociaux du corridor de l'Obito, ainsi que les enjeux spécifiques pour la RDC et l'Afrique.
nous voudrions aussi souligner ou présenter les opportunités que chaque partie prenante peut tirer. Donc là, je vous propose une présentation du contexte général. C'est justement pour répondre à votre question, M. Dadou. C'est quoi les corridors? Donc, on va vraiment commencer par là. Il y a les enjeux prioritaires, les acteurs clés, les défis techniques, logistiques et politiques, ainsi que les opportunités pour les différents acteurs concernés. Alors, dans la présentation du contexte général, je commencerai d'abord par situer le pays dont question. Il s'agit de la RDC. Même si on parlerait d'Angola, de l'Angola, de la Zambie et d'autres États, mais il s'agit avant tout de la RDC. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, et ça m'étonnerait, mais ici, je pense qu'on est entre experts. La RDC est au centre de l'Afrique, deuxième pays plus vaste de l'Afrique après l'Algérie et quatrième le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Ces points-là sont déjà importants et on les comprendra pourquoi. Alors, je vais mettre à votre disposition, juste après le webinaire, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire, M. Dadou, mais je vais vous envoyer la présentation comme ça. Tous ceux qui auront besoin d'avoir tous ces éléments-là, ou conserver quelques archives, je pense que vous aurez la présentation et vous pourrez la leur transmettre. Merci Alors, pour votre déjà, générosité. je vous en prie. Déjà, la RDC partage ses frontières effectivement avec l'Angola, la Zambie au sud et aussi au sud-ouest, avec les autres États que nous connaissons tels que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda à l'est, la Tanzanie aussi. Il y a au nord le Soudan, au nord-est le Soudan et au nord vraiment la Centrafrique et à l'ouest la République du Congo. Donc, la RDC, c'est le pays où se trouvent les points de départ de ce corridor. Toute l'administration, la géographie, la démographie, l'économie et le développement, vous aurez ces points, en tout cas un brief dans ma présentation. Alors, quand on parle du corridor de l'hôpital, qu'on ne se leurre pas, il s'agit là des minerais stratégiques. Et les minerais stratégiques sont là. Il y a cobalt, cuivre, lithium, coltan ou diamant, étain, zinc, des terres rares, l'uranium, le nickel et le chrome. Ce sont les minéraux dits stratégiques ou critiques. Ce sont ceux-là qui permettent aujourd'hui de faciliter la transition énergétique, la transition technologique. Alors, vous verrez tout ça, les provinces principales qui les produisent, les sites majeurs qui font l'exploitation, les prix moyens en 2025 et leur utilisation principale. Donc, alors, quand on parle de la RDC, je vous ai dit, c'est le point de départ du corridor de l'hôpital à Kolwezi. Voilà là où on se trouve, on se situe là. Les corridors partent de là jusqu'à l'hôpital. Donc, comme vous pouvez le constater, mais ça se situe dans la province du Katanga, ou la grande province du Katanga, aujourd'hui on appelle le Haut-Katanga, et c'est précisément au Lualaba. Donc, vous aurez tous ces minéraux stratégiques-là. Au Lualaba, il y a les cuivres. Au Katanga, il y a les cuivres, les cobalt. Donc, il y a toute cette liste-là par province au niveau de la République démocratique du Congo. Et je tombe finalement sur votre question. Le corridor de l'hôpital, c'est justement, comme je vous ai dit, un couloir de transport stratégique qui relie le port de l'hôpital à la République démocratique du Congo, notamment au Haut-Katanga, en passant par la Zambie et par l'Angola. Donc, les principales infrastructures qui sont dans ces chemins de fer, ce sont les outils qui sont mis en place pour faciliter l'exportation de nos minerais. Et c'est un élément clé du corridor, ces chemins de fer-là, parce que ça part de la RDC jusqu'au niveau du port de l'hôpital. Il y a des routes qui sont censées être construites et des autoroutes qui sont censées être construites pour accompagner effectivement ces chemins de fer-là et faciliter les connexions entre les routes. Parce que pour ceux qui comprennent la géographie, les choses ne sont pas exactement physiquement telles que ça se présente sur les cartes. Donc, il y a des recoupements. Il faudrait donc qu'il y ait des routes pour relier certains axes. Et il y a le port de l'hôpital lui-même. Mais maintenant, quand on parle de ce port-là ou de ce corridor-là de l'hôpital, ça s'étend sur près de 1700 km
si vous prenez les 1300 km qui s'étend sur l'Angola et les 450 km complémentaires qui entrent sur la partie de la RDC. Alors, vous verrez que ça fait un total d'à peu près 1735 km. C'est quand même énorme. Voilà pourquoi les États-Unis ont estimé qu'il fallait vraiment mettre beaucoup d'investissements dans ce projet pour faciliter les transports des minerais en un temps record. Et en 2023, je vous signale qu'il y avait une cargaison de 1100 tonnes de concentré de cuivre et de cobalt qui ont été acheminés à travers le corridor de Lobito pendant 8 jours. Et on a compris que ça peut faciliter le transport dans un temps record, briser beaucoup de temps et beaucoup de soucis logistiques. Donc, c'est ça. Vous avez un aperçu de ce que ça représente. Alors, ce corridor, je l'ai dit, pourquoi est-il stratégique? Premièrement, il facilite l'exportation des minerais. Le cobalt, le cuivre, de Colombie jusqu'à l'Atlantique. Et c'est pour permettre aux bateaux et à toute la logistique américaine de traverser l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. C'est aussi, comme je venais aussi tantôt de le dire, c'est pour réduire la dépendance de nos États par rapport aux autres corridors. Ça veut dire que généralement, avant que les projets du corridor de Lobito aient été remis en question ou aient connu un certain update, nos minerais traversaient jusqu'à l'océan Indien à travers le corridor de Durban, allant vers l'Afrique du Sud, et à travers le corridor de Dar es Salaam, traversant la Tanzanie. Donc, vous comprenez que c'est coûteux, c'est houleux, c'est long. Maintenant, pour permettre de réduire la dépendance de nos pays envers la Chine à travers les corridors que la Chine domine, il a été pensé de mettre en place des corridors ou de remettre en place les corridors de Lobito afin de faciliter ou de trouver une alternative à la prédominance chinoise. Mais enfin, c'est aussi pour promouvoir le commerce régional et l'intégration économique. On parle de la SADC, on parle de la ZLECAf. Alors, le corridor de Lobito est l'un des moyens pour promouvoir le commerce inter- ou intra-régional au niveau de l'Afrique subsaharienne en développant les infrastructures de transport. Donc, les premiers impacts économiques, c'est la réduction des coûts logistiques, l'attractivité des investissements. Les Américains sont là. L'Union européenne aussi est là. La Chine aussi est présente. Excusez-moi, mais aussi c'est pour la création d'emplois. Vous vous rappellerez que notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, avait justifié que le corridor de Lobito va au-delà de ce que nous voyons sur l'angle politique. Il permettrait aussi de stimuler le développement local tout au long du corridor, de créer d'autres activités secondaires. C'est important donc d'y penser. Alors, historiquement, d'où vient cette idée du corridor de Lobito? Ça vient d'où? C'est un ancien projet qui vient de renaître de ces centres, puisque le corridor a bien existé depuis l'époque coloniale. Alors, déjà en 1899, il y avait une mission d'étude pour la construction d'un chemin de fer qui devrait relier l'arrière-pays. Ça existait depuis longtemps. Et puis en 1902, il y avait M. Robert qui avait obtenu une concession de 99 ans et a entrepris finalement la construction de ce corridor-là. En 1912, l'exploitation ferroviaire avait évolué jusqu'au niveau de Wambo, mais pour des raisons financières, les travaux avaient été interrompus pour ne reprendre que quelques années plus tard. Et puis en 1931, la ligne Lobito-Dilolonté-Elisabethville était opérationnelle. Lorsque la guerre a éclaté en Angola, tout était bloqué jusqu'à ce jour. Et la grande partie de ces corridors a été détruite. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, ce projet vient de connaître sa relance. Parce que depuis quelques années, ici, j'étais en train de dire, il y avait la guerre civile en Angola, et cette guerre a vraiment arrêté, avait tout bloqué. Mais à ce jour,
Depuis 2021, 2021, 22, 23, jusqu'à ce jour, il y a eu la relance de ce projet au regard de l'impérieuse nécessité des minerais stratégiques pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, dans un contexte géopolitique, les corridors de Lobito est une nouvelle dynamique régionale parce que je n'ai jamais peut-être vu plusieurs fois les Congolais, les Angolais, les Zambiens s'asseoir autour d'une table pour parler d'un aspect quelconque de leurs intérêts communs. Mais ce corridor a permis à ces chefs d'État de s'asseoir et de parler business. Mais aussi, ce corridor-là est géopolitique parce qu'il met en lumière la rivalité logistique. Parce que les pays qui utilisent ou qui exploitent les autres corridors, tels que l'Afrique du Sud ou la Tanzanie, se sentent automatiquement dans une sorte de concurrence ou de rivalité logistique parce qu'il y a un corridor qui vient juste d'être revalorisé à côté. Mais aujourd'hui, pour l'Afrique en général, c'est aussi un moyen de remettre à niveau la question de l'intégration économique ou la question de la ZLECAf. Aujourd'hui, j'entends parler de la ZLECAf, mais c'est comme si ça concerne soit les pays maghrébins, soit les pays Ouest-Af, mais au niveau de l'Afrique centrale ou au niveau de la sous-région des Grands Lacs ou alors au niveau de l'Afrique australe, on parle moins de toutes ces questions d'intégration économique. Alors, le corridor de Lobito, c'est quand même un point qui vient ressusciter cela. Et il y a des pressions internationales sur les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques. Vous vous rappellerez que la RDC est dans une guerre de lobbying et dans une guerre médiatique contre le Rwanda, parce qu'effectivement, l'Union européenne venait de signer un acte sur la chaîne des valeurs des minéraux stratégiques. On y reviendra certainement. Alors, c'est aussi géostratégique. Pourquoi? Parce que, effectivement, le corridor de Lobito devient une alternative, je dirais, indispensable pour les États-Unis, pour permettre aux États-Unis et à l'Union européenne de faire face à la montée en puissance de la Chine, puisque le positionnement de ce corridor, c'est alors ouvre une porte d'entrée de l'Atlantique vers le continent. Parce que la Chine, elle, a au moins plusieurs portes d'entrée au niveau de l'océan Indien. Si ce n'est pas en Tanzanie, ça doit être en Afrique du Sud ou au Mozambique. Mais les États-Unis ne l'ont pas. Alors, la seule entrée que les États-Unis pourraient avoir sur l'Afrique à partir de l'Atlantique, c'est effectivement les ports de Lobito qui va mener les États-Unis jusqu'à Kolwezi en RDC. Donc, ça renforce l'influence des puissances occidentales, particulièrement des États-Unis et de l'Union européenne face à la Chine. Le contexte géoéconomique, c'est l'exportation. On parle bien d'une exportation rapide et compétitive. Et vous comprenez que chaque État doit maintenant définir ses intérêts. La réduction du coût des transports et les désenclavements, oui. La RDC, du côté sud-est, est enclavée parce qu'il y a beaucoup d'États qui l'entourent. Et le corridor permet effectivement d'ouvrir une voie vers l'océan sans passer par le corridor du Bas-Congo. Donc, c'est vraiment une opportunité d'investissement dans les secteurs miniers, logistiques et énergétiques, mais aussi c'est pour la stimulation des zones économiques spéciales. Alors, moi, je vais rappeler ici qu'à Kinshasa, on a commencé déjà à voir les retombées de ce partenariat, puisqu'il y a une zone économique spéciale qui a été créée du côté de Maluku. Donc, si vous prenez la partie de Kinshasa allant vers Maluku, vous allez vous retrouver aussi face à cette zone économique spéciale. Donc, c'est important. Alors, dans un contexte social et culturel, il faut bien gérer le corridor de Lobito, puisque c'est un levier de création d'emplois. Beaucoup de jeunes Congolais, beaucoup de jeunes Zambiens, Angolais pourraient aussi être employés dans la chaîne. Par exemple, dans tout ce qui concerne le travail d'extrait des minéraux, de les acheminer vers les cargaisons, jusque dans les trains et jusqu'à atteindre le port. C'est un travail qui doit se faire d'abord manuellement avant de les numériser. Et pour ça, on a besoin d'une main-d'œuvre. Donc, ce corridor pourrait créer de l'emploi. Mais le risque, c'est que si ça passe là où il y a la vie,
des habitations, des villages, il y aura risque de déplacement de la population. Parce que si, par exemple, après étude de faisabilité, il faudrait que ça passe sur un axe où il y a une population donnée, il faudrait des guerres pires. Donc, il y aurait aussi des conflits fonciers parce que en matière foncière, il y a beaucoup de choses à dire. Et la diversité linguistique, la RDC est un pays francophone, l'Angola parle le portugais, la Zambie aussi a ses langues officielles. Donc là, ça permettrait en fait, ça souligne en fait la nécessité pour la RDC et pour toutes les parties prenantes de développer une communication inclusive. Mais aussi, c'est un cadre de collaboration stratégique entre communautés frontalières. Je vous ai dit que j'ai moins vu dans ma vie pour parler entre les chefs d'État, pour parler de nos intérêts communs. Donc, ces corridors-là nous permettent de nous mettre ensemble, de créer des cadres de collaboration.